Bonjour à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode de cette nouvelle série sur la parole des concernés. Ça fait plusieurs mois que j'ai rien posté sur les réseaux parce qu'il y a eu pas mal de changements dans ma vie. En gros, j'ai changé de logement, j'ai changé de travail, j'ai changé de région. Et en prime, je vais devenir père dans 2 mois. Du coup, je pense que vous comprendrez que même si j'aime beaucoup le projet MetaSelf, j'ai un peu eu d'autres priorités à gérer jusqu'à présent. Alors du coup, maintenant que je suis à peu près bien installé, j'ai prévu du temps, chaque semaine, pour avancer un peu sur tout ça, en commençant par les 2 prochaines interviews que j'ai déjà tournées, et qui vont arriver assez rapidement sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, on va passer un moment avec Quentin, qui va nous parler de son expérience avec la bipolarité, à grand renfort de métaphores artistiques, parce qu'il se trouve que la peinture, c'est aussi un de ses domaines d'expertise. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Robin. Est-ce que pour commencer, tu veux te présenter d'une façon qui te convient, comme tu veux? Eh bien, voilà, comme tu l'as dit, je m'appelle Quentin. J'ai bientôt 32 ans. Je touche actuellement la hache, donc je ne travaille pas. Ok. J'ai effectué une formation de décorateur peintre et illustrateur. Et c'est ma principale passion aujourd'hui. Du coup, décorateur, peintre et illustrateur, du coup, ça consiste en quoi? Alors la décoration, ça touche plein de domaines, hein, mais notamment les décors, par exemple, de séries, de films, ou les parcs d'attractions, par exemple, Disney, etc. Les trompe-l'œil. C'est marrant, j'allais dire pour plaisanter que peut-être tu dessinais des trucs sur les murs, mais en fait, c'est pas juste une blague. Mais non, c'est pas juste une blague. Des fois, on va chez des particuliers, ils nous demandent genre une illustration sur un pont de mur, etc., dans leur salon, dans la chambre de leur fils. Et ouais, on peint sur le mur directement. Ok, ça marche. Donc ça, c'est ton cursus, en gros. Ouais, ça c'est mon cursus. Une école d'art. Ouais, ça c'est mon cursus. T'as dit, je touche la hache. C'est quoi la hache? C'est une pension donc d'adultes handicapés. Ok. Ça me permet de vivre avec mon handicap. Donc, qu'est-ce que tu appelles avoir un handicap, dans ton cas? Donc, je suis bipolaire. Alors, est-ce que c'est vraiment un handicap? Ça l'a été à certains moments de ma vie, je dirais. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Ok. Alors, évidemment, c'est pas venu tout seul. J'ai eu des hauts, des bas. Mais la bipolarité m'a aidé dans énormément de domaines, comme ça m'a aussi handicapé dans d'autres domaines. Notamment, ça m'a aidé dans la peinture, énormément. Ça, on va en reparler un peu après, parce qu'on va rentrer dans les détails. Du coup, tu es bipolaire, comment tu le sais? Alors, j'avais 28 ans quand j'ai été diagnostiqué. J'ai été chez un psychiatre. Bon, à la base, c'est mon frère qui m'a émis l'idée que j'étais bipolaire, étant donné que ma sœur est bipolaire, que mon père est bipolaire. Lui, il a observé des faits, on va dire, un peu troublants, et du coup, ça m'a amené chez un psychiatre. Ce psychiatre m'a donné une feuille, littéralement un QCM avec choix multiples, où j'ai dû cocher des réponses oui, non, voilà. Et à la fin ça a duré, je sais pas, une dizaine de minutes, hein, et à la fin de ce questionnaire, je lui ai tendu et elle m'a donné mon diagnostic que j'étais donc bel et bien bipolaire. Bon. Disons, c'est pratique, hein, 10 minutes. Ouais, c'est efficace. Franchement, c'est du beau travail. Et surtout, on commençait à amener, on a du mal déjà à l'accepter de cette façon, je trouve. Parce que il y a des réponses, on n'est pas totalement sûr de répondre correctement, déjà. C'est compliqué d'avoir du recul sur son état. Surtout que quand j'y étais, moi, j'étais pas bien de base, donc c'est encore plus difficile. Et du coup, ouais, c'est compliqué d'accepter le diagnostic après ça. Après, on s'explique que c'est une maladie. Est-ce que ce qui a été compliqué, c'est l'annonce d'un diagnostic? Ou est-ce que c'est la façon dont ça a été fait? Ah, c'est la façon dont ça a été fait, c'est la façon dont ça a été expliqué aussi, je pense. Okay. On va te dire que c'est une maladie mentale, que tu es malade et ça sera ça toute ta vie, que tu auras un traitement qui sera adapté pour être stabilisé et que ça sera un traitement à vie. Tout ça à ingérer, c'est ultra violent. Moi, ça m'a enfermé un peu dans une case où, bah oui, je suis un malade, j'ai une maladie mentale.
Ouais, à ingérer, c'est compliqué quand même, c'est complexe. Surtout que ça veut tout et rien dire. Après, on se pose plein de questions. On se dit, mais du coup, si j'ai fait ça, si j'ai été comme ça, est-ce que c'est à cause de la maladie ou pas? Est-ce que... D'accord. En gros, c'est comme si tu réinterprétais toute ta vie à la lumière d'une étiquette. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est compliqué à accepter, c'est compliqué à ingérer. Et ouais, plein de fois, j'ai eu le syndrome un peu de l'imposteur parce que suite à ce diagnostic, il y a une mise en place de traitement. Moi, ça a duré 2 ans. Donc pendant 2 ans, j'ai enchaîné les traitements qui fonctionnaient pas, sur moi, parce que c'est pas forcément fonctionnel pour tout le monde. Mhm. Il y a des effets secondaires, etc. Et du coup, ouais, on se pose des questions. On se dit, est-ce que je suis vraiment bipolaire? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Et ouais, ça aide pas dans l'approche et dans le dialogue du psychiatre entre son patient. Je trouve qu'il y a un retard énorme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de psychiatre après celle-ci. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout suffisant pour... En fait, un diagnostic comme ça, c'est un truc qui peut avoir un impact énorme sur ta vie. Et du coup, peut-être que c'est pas possible, en fait, de baser un tel changement sur un QCM de 10 minutes, quoi. Ah bah non. Et du coup, que, en fait, toi, t'avais besoin de tout un processus, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un processus de deuil, d'intégration, de prise de conscience, j'en sais rien. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ça se fait avec le temps. Je pense qu'un tel diagnostic, ça peut pas se donner comme ça en quelques minutes à un patient. C'est extrêmement dangereux et c'est tellement violent comme... Enfin, c'est normal, hein, c'est une grosse nouvelle quand même. T'as dit c'est dangereux. Quel est le danger? Le danger, pour moi, c'est juste que le patient va perdre du temps, en fait. Genre, pour moi, on peut vivre complètement avec sa bipolarité, et pour moi, cet handicap va disparaître au fur et à mesure, mais ça va prendre plus ou moins de temps. Les médicaments, c'est une chose, mais le travail personnel fourni par soi-même est tout aussi important, voire plus important. Et c'est ce travail personnel-là qui doit être enclenché, qui est retardé, je pense. Retardé par les mécanismes de déni, de refus, de machin. Ouais, c'est ça. Le non-acceptation de ton esprit du diagnostic. Tout à l'heure, tu t'es défini, assez rapidement, t'as dit je suis bipolaire. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être bipolaire aujourd'hui? Pour moi, ça veut juste dire que je suis aujourd'hui, que je suis une éponge, que je suis ultra sensible et que ouais, il faut que je fasse très attention à mon stress, au stress environnant. Il faut que je me protège de ça d'ailleurs, hein, c'est important. Et mis à part ça, après, je peux vivre tout à fait normalement, hein, c'est juste que faut que je garde un contrôle sur moi et c'est pour ça que au fur et à mesure je me suis mon tempérament, on va dire, est devenu de plus en plus calme parce que j'ai appris à le devenir pour avoir un contrôle sur mes émotions et sur comment les interpréter. Ok. Donc là, si je résume ce que tu viens de dire, c'est que la bipolarité aujourd'hui pour toi, ça génère une sorte d'hypersensibilité. Jusque-là, on est d'accord? Ouais. Et du coup, ça génère une obligation de te protéger en aménageant l'environnement, des choses comme ça, pour ne pas te mettre en difficulté dans ta sensibilité. Ouais, c'est ça. Je sais que dans ton histoire de vie, il y a eu des événements qui ont pu avoir un impact, une résonance traumatique, que du coup, on peut parler aujourd'hui peut-être dans ton fonctionnement, entre autres, d'un syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que tu as notion dans ta sensibilité, ce qui peut s'expliquer par quelque chose au niveau de l'humeur, donc la bipolarité, et ce qui peut s'expliquer par le stress post-traumatique et l'impact sur son système nerveux autonome, etc. Oui, c'est sûr que j'ai vécu plusieurs traumatismes qui sont liés donc à l'enfance. Par exemple, durant mes 10 premières années, j'avais des changements d'humeur qui étaient très violentes. J'étais une véritable éponge, hein, et c'était lié à ces traumas.
Je pense que ça a eu un impact sur toute ma vie, hein. Ouais. Et ça l'aura probablement toute ma vie, cet impact. Mais ça, je pense, exacerbé de la sensibilité sur certains points, sur certains sujets. Ouais, des déclencheurs, en fait. Des déclencheurs, exactement, ouais. Donc, si je comprends bien, il y aurait d'un côté, chez toi, une hypersensibilité liée à des traumas, et cette hypersensibilité, elle se manifeste face à des déclencheurs qui réactivent les traumas, en fait. Et il y aurait une autre forme de sensibilité qui, elle, ne serait pas liée à des déclencheurs, mais qui serait liée à une problématique au niveau de l'humeur. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi l'humeur ? En fait, c'est comme une palette de couleurs, hein. Je vais faire un parallèle avec la peinture, hein, parce que ça me parle, mais c'est comme une palette de couleurs. C'est-à-dire que quand je vais être bas, tout sera gris, ça manquera de nuances. Et quand je vais être haut, il y aura plein de nuances, ou alors juste pas forcément plein de nuances, mais en tout cas, elle sera éclatante. Les lumières seront éclatantes. Et à l'inverse de l'état bas. En gros, c'est vraiment un truc un peu binaire avec deux pôles, et ça me fait penser un peu à l'île de Sheogorath dans Oblivion, le jeu vidéo. Je sais pas si tu connais. Ouais. Il y a ce truc, l'île où il y a un côté de l'île où tout est gris, tout est mortifère, tout est bizarre. Et un côté de l'île où tout est luxuriant, plein de vie, avec plein de couleurs, des fleurs. C'est un peu des opposés, ouais. D'accord, donc l'humeur, c'est un truc qui va colorer toutes les émotions, toutes les expériences. Ouais, c'est ça. Après, bon, il y a des nuances, hein. Il y a des phases maniaques, il y a des phases hypomaniaques, puis il y a beaucoup plus de nuances en réalité que ça. D'accord, donc c'est pas si binaire que ça, en fait. Ouais, non, c'est des colorations, mais il y a des continuums, en fait. Ça, c'est comment on présente la chose. En réalité, chaque individu est différent, et chaque individu a une palette d'émotions qui est étendue. Donc, non, c'est plus complexe, bien sûr. Tu disais au début là que la bipolarité, je suis pas sûr que ce soit une maladie. Voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur le côté Bah ouais, parce que moi on m'a présenté ça comme une maladie au départ, et c'est vrai que je suis comme je suis. Je me sens pas plus malade qu'un autre, c'est-à-dire que même j'ai l'impression d'avoir acquis des privilèges, parce que j'ai dû apprendre sur moi-même. J'ai dû apprendre comment je fonctionnais, comment je ressentais les choses, ce qui, je pense, est important pour tout le monde, mais tout le monde ne le fait pas, parce que c'est pas un mécanisme qu'on apprend comme ça, hein, c'est pas automatique. Moi, j'ai dû le faire, et le fait de aujourd'hui réussir à percevoir des choses que j'aurais pas pu percevoir à l'époque, ou que d'autres ne peuvent pas percevoir, ça me donne une petite fierté, etc. Ça m'a aidé aussi dans la peinture. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais pas diagnostiqué bipolaire, donc j'étais en roue libre, littéralement. J'ai été admis dans une école d'art qui était très stricte, avec un environnement très structuré. Et déjà, cet environnement très structuré m'a aidé. Mais la peinture m'a complètement sauvé à cette époque-là d'une période un peu trouble, où là j'ai eu des phases de manie, j'ai eu des phases très basses, mais peu importe les phases où j'étais, ça nourrissait ma peinture et ma créativité. Donc oui, il y a un côté handicapant, il y a un réel côté handicapant qui peut intervenir, mais en fait ça dépend comment on l'utilise, et ça dépend aussi dans quel climat on évolue. Et ensuite, évidemment, avec le temps, on apprend à se connaître, et aujourd'hui, clairement, c'est pas une maladie pour moi, c'est plus un point fort. Ouais. D'accord. Ce que je comprends de ce que tu dis là, c'est que il y a des aspects handicapants, on pourra détailler après, et il y a des aspects, en fait, où cette espèce de sensibilité extrême, en fait, tu peux en faire quelque chose au service de la créativité. C'est exactement ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un traitement. À la base, j'étais bien stabilisé.
trop stabilisé et on a diminué ce traitement pour me rendre un peu plus instable, entre guillemets, pour pouvoir accéder à ma créativité. Parce que effectivement, quand vous êtes stabilisé donc plat, c'est plus difficile de ressentir les choses et c'est un choc, parce que quand vous êtes hypersensible, etc., et que d'un coup vous ressentez beaucoup moins de choses, vous avez l'impression de plus rien ressortir. Et en fait, les régulateurs d'humeur, ça te rapproche d'une humeur stable. Mais par contre, du coup, ça te coupe des fluctuations hautes et basses qui, peut-être, contribuent à te sentir vivant, un truc comme ça, ou à... Ouais, à me sentir vivant et à ressentir les choses de façon plus forte. Et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que là où il y a des moments où, pour certaines personnes, ou dans certains contextes, ces fluctuations d'humeur, ça peut vraiment foutre le bordel, et du coup être un handicap et une souffrance pour les personnes. Toi, ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est aussi possible d'en jouir, de trouver une manière d'en faire une ressource, et que ce soit pas handicapant dans certains contextes. Bien sûr, ouais. Après, c'est dans un certain contexte, et évidemment, je peux pas dire à tout le monde, faites de la peinture, vous allez voir, c'est génial, ça va vous servir. Mais non, ça marche pas comme ça, mais en tout cas, ouais, pour moi, ça me sert vraiment, en tout cas, c'est vraiment moteur de ma création. Et donc, moi, je vois ça comme un don. La bipolarité ? Ouais. D'accord. Est-ce que le fait que ce soit un don, ça veut dire que c'est cool et que c'est sexy et que ça aide à pécho ? Alors, non. Alors non, c'est pas cool et sexy, ça aide pas à pécho, déjà parce que, pour expliquer que c'est une maladie mentale à quelqu'un, ça fait toujours peur. La personne, ça enferme dans un carcan, la personne. Donc il faut expliquer au bon moment aussi. Pas tout de suite, tu te présentes pas en mode salut, je m'appelle Quentin, je suis bipolaire. Ça fonctionne. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Okay. J'ai déjà fait l'expérience, ah ouais. Et ça a été radical. Ça a été. C'était très marrant. Donc non, après, si t'expliques bien les choses à la personne, en général, elle comprend. Après, tu dépends à qui tu t'adresses, évidemment, mais faut que la personne soit ouverte d'esprit, un minimum. Mm-hmm. Je pense que en tant que les bipolaires, en général, dans les couples, ils vivent très bien les choses parce que c'est des gens qui sont très doux, qui sont très sensibles, qui sont à l'écoute, etc. Donc, dans un couple, ça fonctionne plutôt bien. Dans un couple, évidemment... Là tu parles de toi. De manière générale, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on m'a présenté les choses, et c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est vrai, même si il faut que l'environnement soit sain, parce que sinon ça peut vite devenir un enfer. Je me doute que si on a une sensibilité exacerbée, si l'environnement est malsain, du coup ça va forcément foutre le bordel un peu. Ouais, complètement. Donc il faut pas se précipiter, il faut prendre son temps, il faut faire attention avec qui on discute et avec qui on envisage la suite. C'est plein de paramètres à prendre en compte, mais en tout cas, dans une relation saine, c'est clairement pas un handicap d'être bipolaire. Et est-ce que c'est plutôt cool ? Je pense que être sensible, ça plaît à la gente féminine. Après, ah oui, tu plais. Ton côté artiste torturé. Après, Dark Sasuke. Faut que les gens soient sensibles à l'art, évidemment, mais ouais, ça peut être un atout. C'est sûr que. En tout cas, peut-être qu'il y a moyen d'en faire un atout, quoi. Oui. C'est un peu comme un outil. Ça dépend comment on s'en sert. C'est ça, tout à fait. C'est quoi qui t'a mis le plus en difficulté quand t'as compris tout ça ? Là, tu t'es dit, à l'école d'art, c'était trop cool, bipolarité a été une ressource créative, etc. L'école d'art, après, du coup, elle était finie. Comment ça s'est passé ? Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué, du coup, quand t'as rencontré le monde réel, la société Je me rappelle, le premier boulot que j'ai fait après mon école, c'était McDonald's. Bienvenue au club. Ouais. Et c'était un McDo franchisé, et c'était vraiment tenu n'importe comment.
Les managers faisaient n'importe quoi, etc. C'était très dur. Et là, vraiment, mon humeur partait en live. C'est-à-dire que là, j'avais perdu mon encadrement, j'avais perdu mon plaisir. Du coup, ça jouait énormément sur mon humeur. L'humeur s'est dégradée très vite. Et j'y ai bossé 3 mois, mais j'ai l'impression que ça a duré genre 10 ans. Genre, ça a été. Je pense que j'ai dû être assez bas quand j'y bossais. Genre, j'ai dû faire une petite dépression à ce moment-là. Et après, bah forcément, il y avait les drogues aussi qui sont intervenues à ce moment-là, donc ça aide pas. J'ai eu une période de 2 ans où j'ai pris des drogues. Ah ouais. Ouais, des drogues genre du shit et de la weed par exemple. Bon, moi ça m'enfermait plus sur moi-même qu'autre chose, et c'était clairement très nocif. C'était une période assez trouble, hein. Et d'ailleurs mon frère m'a récupéré dans ma détresse. Il a vu que j'étais en train de naviguer à haut trouble, et et il est venu me chercher. Il m'a pris en coloc, et j'ai pu remonter la pente grâce à lui un peu. J'étais toujours bipolaire, j'étais toujours instable, mais j'étais quand même plus en sécurité entre guillemets, et je me sentais mieux. Et donc après ça, j'ai travaillé dans une ferme pendant 2 ans, et ça m'a fait beaucoup de bien. En réalité, j'ai un bon souvenir de ça. Le travail à la terre, déjà parce que ça me rappelait mon enfance, parce que mon père était fermier. Alors ça me rappelait pas mes traumas, mais ça me rappelait ce que j'aimais dans la ferme. Et le rapport à la terre, etc. Ouais, ça ancre dans la réalité, ça ancre dans ouais, c'est la ça, c'est vraiment plaisant. Mais bon, j'ai quand même fait des burn-out, parce que c'est un travail qui est compliqué, qui est difficile. J'ai eu des moments d'absence où j'allais plus bosser, etc. Et c'est là qu'à suite le diagnostic a eu lieu. Mais ouais, ça a été très chaotique, avec beaucoup de périodes de dépression, beaucoup de périodes de bas, où on se déconstruit, où on perd complètement confiance en soi. La confiance, c'est une sorte de pyramide. Bah, moi, j'étais tout en bas de la pyramide. J'avais plus confiance en moi, j'étais dans une spirale négative, quoi. Et là, vraiment, là, on parle d'handicap. Ouais. On parle d'handicap parce qu'à un moment, on perd un peu de sa lucidité, on sait plus comment s'en sortir, et ça nous tire vers le bas, et c'est destructeur, bien sûr. C'est un truc qui a retenu mon attention dans l'épisode d'avant avec Sarah, et là aujourd'hui qui se voit aussi. C'est en fait, ton frère était une personne de ressources au moment où on a eu besoin, après McDo, etc. Et j'ai vraiment l'impression que c'est souvent très injuste, et c'est une question de chance en fait, mais la santé, la gestion de la santé mentale et la capacité à intégrer les choses et à en faire une ressource, etc., ça dépend beaucoup aussi de l'entourage, de la qualité de l'entourage, et de à quel point est-ce qu'il y a des gens sur qui on peut compter ou pas, en fait. J'ai eu beaucoup de chance, moi, pour ma part, parce que déjà j'avais mon frère qui m'a aidé, j'avais ma mère, ma famille tout simplement, ma sœur également. J'ai eu beaucoup de chance d'être bien entouré, d'être soutenu, etc. Parce qu'une fois que j'ai été diagnostiqué, par exemple, ça a été très dur d'accepter. Et ma mère m'a recueilli chez elle, etc. Donc j'étais dans un cocon familial qui était rassurant, etc. Donc ça a aidé. Ça a aidé énormément. Et évidemment, tout le monde n'a pas cette chance. Donc, en fait, je crois que quand on a de la chance, ce qu'on peut faire, c'est le célébrer. Bah oui, complètement. Voilà. Ouais. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de honte à avoir. C'est juste non, cool. Non, j'ai plus de la peine pour ceux qui n'ont pas cette chance qu'autre chose, mais c'est un truc que je remarque. Tu vois, je suis assez actif sur Twitter, et notamment je m'intéresse à la communauté anti-psy. Il y a plein de trucs sur Twitter, et je vois, il y a des comptes, il y a plein de façons différentes d'utiliser Twitter, mais il y a des gens qui racontent toute leur vie sur Twitter.
Il raconte, tiens, j'ai acheté un pain au chocolat, tiens, il y a la prof qui m'a pas dit machin. Et en fait, je me dis que les gens qui racontent toute leur vie sur Twitter, c'est parce qu'ils ont personne à qui la raconter, en fait. Bah ouais. C'est parce qu'ils ont personne autour d'eux à qui parler, et du coup, ils parlent à des inconnus sur Twitter. Parce que, en fait, c'est leur façon de trouver du soutien, de la reconnaissance. Et que, au final, les gens qui n'ont pas besoin de ça, c'est des gens qui ont des proches, en fait, qui ont voilà, une famille, conjoint, des amis. Ouais, c'est ça. Oui, il y a maintenant l'informatique, oui, on peut s'évader dedans et trouver du réconfort et à qui parler, ou parfois c'est très fictif et parfois ça n'a pas beaucoup de substance, mais ouais, c'est sûr que moi j'ai eu ma famille et pour le coup ils m'ont bien porté, bien aidé. Et je les remercierai jamais assez, hein. Et ils continuent à le faire, de toute façon, c'est l'esprit de famille, quoi. Voilà, c'est comme ça, hein. On a parlé à plusieurs reprises de l'aspect contextuel, de l'importance du contexte dans la façon dont tu vis les symptômes, que quand tu étais à l'école d'art, en fait, les symptômes ont pu être une ressource, une sorte de jouissance. Quand tu étais à McDo, ça t'a foutu en PLS. Que même quand tu faisais un travail à la ferme qui avait du sens, c'était quand même compliqué, etc. Est-ce que tu dirais que la bipolarité, c'est une pathologie qui est contextuelle, qui dépend entièrement du contexte, ou est-ce que il y a quand même des constantes qui dépendent pas du contexte? Alors, ça dépend énormément du contexte. En fait, dans un monde idéal où où le stress, où il n'y a pas de mauvais stress qui intervient, où l'individu ne se sent pas oppressé, etc., où il s'épanouit, je pense qu'on peut vivre sans trop de variations. Les variations d'humeur sont générées à cause du stress ressenti, et c'est un surplus de stress qui va créer les switches. C'est intéressant ça, parce que justement, il y a vraiment deux écoles. Je connais vraiment des patients qui me disent oui, les variations d'humeur, il n'y a aucun élément déclencheur, aucune cause, ça arrive comme ça, sans prévenir, il y a un changement d'humeur. Et j'ai d'autres patients qui me disent mais si, évidemment qu'il y a des éléments déclencheurs et qu'il y a un événement qui va générer un stress, qui va générer un basculement et je vais passer en phase dépressive ou en phase maniaque. Mais ouais, complètement, mais c'est juste, après, je pense que beaucoup de gens aussi ne voient pas forcément et ne ressentent pas le stress parce que, enfin, c'est compliqué de... C'est ce qu'on appelle l'alexithymie, la difficulté à identifier ses émotions. Oui, c'est ça, c'est compliqué, genre, pour certaines personnes, je pense que c'est même presque impossible. On n'a pas la même sensibilité, ça c'est une évidence, et pour ma part, je le ressens très fort, le stress. Donc, ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi plus simple pour moi d'identifier les différents switches. Peut-être qu'effectivement ça parle aussi de l'histoire de vie, du style d'attachement, parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des gens qui, face au stress, ont tendance à s'activer. C'est sûrement ton cas. Tu vois, il y a quelque chose qui se mobilise, à fuir ou agresser, machin, mais il y a quelque chose qui se met en énergie. Ouais. Il y a des gens, face au stress, ils s'inhibent, ils se paralysent, ils sont figés, ils deviennent tout mous. Ouais, c'est vrai. Et peut-être que t'es plutôt du team gens qui s'activent, qui montent en énergie, quoi. Ouais, complètement. Que ça soit je monte, soit je descends, mais en tout cas, il y a une réaction, qui est là, quoi. Et moi, ça se voit tout de suite, hein, parce que je passe de 8 heures de sommeil à 4 heures de sommeil. Bon, là, il y a un petit souci, tu vois, genre. C'est quoi, ça, c'est en changeant de phase? Ouais, un changement de phase, ouais. Souvent, le changement de phase peut s'identifier grâce au sommeil. C'est un bon indicateur. Quand ton sommeil change radicalement et diminue ou augmente... Tu peux nous en dire plus? En gros, tu dors plus en phase dépressive, tu dors moins en phase maniaque? Alors, c'est pas obligé. Genre, après ma rupture, j'ai eu une relation de 2 ans avec quelqu'un. Après ma rupture, donc j'ai fait une phase dépressive et genre je dormais plus, littéralement. C'est que j'arrivais vraiment plus à dormir. C'est-à-dire que j'ai dû me faire hospitaliser à cause de ça. Hein. C'est-à-dire que je suis passé 4 jours sans dormir. Et avec des hallucinations au bout d'un moment, parce que ton cerveau... Ouais, le cerveau il pète un câble. Ouais, le cerveau il pète un câble complètement. J'étais allongé dans mon lit, je voyais des trucs, j'étais en mode bon... Je craignais pour ma vie, parce que clairement, je sais qu'on peut mourir de pas dormir. Et je craignais de ça, évidemment, j'étais terrifié, donc j'ai été hospitalisé suite à ça, ouais. Et ouais, donc
Pas forcément, on peut être bas et beaucoup moins dormir. On peut faire des insomnies en étant bas. On peut aussi dormir 15 heures en étant bas. En tout cas, quand on est up, ça, on dort très peu. Ça, c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr. On dort 2-3 heures, voire pas du tout. Et du coup, c'est cool ou c'est pas cool? Bah, moi, j'ai très peu été up. Les phases où j'ai été up, je me prenais, c'était quand je peignais, c'était très cool parce que je me sentais tout puissant. Genre pour moi, j'étais l'artiste en vogue, donc c'était très agréable. Voilà. Je peignais la nuit, je pouvais, en fait, j'étais jamais fatigué, donc je pouvais me plonger dans la peinture constamment sans m'arrêter, quoi. Et c'était trop bien. Et c'est plutôt des bons souvenirs, ces moments-là. ouais, mais ça a évolué plus tard. Ça a évolué. C'est contextuel encore une fois. Hein. J'ai eu des phases up où j'étais agressif. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs phases up en fait. Il y a des phases up où on est euphorique, on est trop joyeux, anormalement joyeux. Et il y a des phases up où on est anormalement irrité. Où de base tout va nous irriter et tout va nous énerver. Ça m'est arrivé quelques fois aussi, et dans ces cas-là, je restais enfermé chez moi. Est-ce que ça a un rapport avec le trauma ou pas? C'est possible. En fait, j'essaye juste de faire la part des choses entre ce qui, dans les phases, vient de réactivation de mémoire traumatique et ce qui vient de fluctuation de l'humeur. En fait, on peut le voir. Peut-être que j'avais une phase up normale, classique, où j'étais j'étais exacerbé, joyeux, etc. Et qu'il y a eu une réaction traumatique qui est venue à ce moment-là, et ça m'a, à l'inverse, ça m'a propulsé dans une colère disproportionnée. Hein. J'ai eu des colères disproportionnées, qui a été très traumatisante pour moi et aussi pour les autres, je pense. C'est difficile de pas... c'est un peu une honte, même si c'est pas vraiment de ma faute, mais je me sens responsable malgré tout. Mais après, bon... En fait, c'est vrai que c'est un truc qui est, je pense, pas assez souvent abordé, c'est l'aspect traumatisant que peuvent avoir certains symptômes, y compris pour celui qui les ressent. Même si ça peut être impressionnant ou effrayant ou dangereux éventuellement pour d'autres personnes, les situations où il y a de l'agressivité ou de la violence, ça peut marquer aussi celui qui est agressif ou violent. Ça marque pas uniquement les autres. Complètement. Ça, après ça, moi, après des crises comme ça, je tremblais, je pleurais, j'étais vraiment hyper mal. J'étais rempli de regrets et c'est très destructeur. Ça fait énormément de mal. Et évidemment, c'est difficile à concevoir, hein, parce que quand quelqu'un s'énerve, on a tendance à le juger coupable et à raison, hein, parce que c'est celui qui s'énerve qui a tort en général. Mais ouais, ça en reste pas moins douloureux et c'est difficile à gérer par la suite. À gérer l'après-colère, disons que c'est des petites choses qui déconstruisent un peu ce qu'on croit connaître de nous. Genre, moi, c'est pas à quoi j'aspirais. Et forcément, quand c'est arrivé multiples reprises, ça me mettait en doute sur qui j'étais et sur comment je réagissais. En fait, ça fait ressortir une facette de toi que tu connaissais pas, ou que tu voulais pas voir, ou que tu voulais pas être vu à cet endroit-là, et du coup, le fait que ça ressorte plusieurs fois, ça vient questionner l'identité, ça vient questionner ce qu'il y a dans ton esprit, en fait. C'est ça. Une part d'ombre qui remonte à la lumière, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est très violent. C'est plus violent encore que le diagnostic. Disons que je suis quelqu'un avec des principes et des valeurs qui sont très très fortes. Et forcément, quand ça rentre en conflit avec mes principes, ça me fait énormément de mal. Bon, ça s'est répété plusieurs fois. J'ai appris à gérer un peu les choses. J'ai appris à rationaliser mes pensées quand je sens que ça monte. Ça monte dans ton estomac, ça monte dans ton... quand tu sens ça, j'essaye de rationaliser mes pensées,
et d'ouvrir un dialogue ou juste pas forcément un dialogue, mais un geste, enfin quelque chose qui pour apaiser quoi, pour m'apaiser moi et pour apaiser mes pensées. En fait, ce qui a évolué au fil du temps, c'est que à une époque, il t'arrivait d'être envahi par des émotions qui te débordaient et qui t'amenaient à avoir un comportement qui allait contre tes valeurs. Et en fait, pour ne plus que ça arrive, ou pour temporer ce mécanisme-là, ce qui s'est passé, c'est que tu as appris à mettre des mots sur tes émotions, à mentaliser, à utiliser ton mental et ton intellect pour réguler tes émotions. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, ton fonctionnement est un peu différent. Oui, c'est ça. Alors, je suis toujours prudent. Je me protège quand même des éléments déclencheurs qui pourraient m'énerver. Qui pourraient réactiver les traumas. Ouais. Je m'en protège quand même parce que faut mieux être prudent. En gros, t'as un système nerveux sympathique qui est hypersensible en fait. Le système nerveux sympathique, c'est ce qui, quand tu te sens en danger, va t'amener soit à fuir, soit à agresser. C'est le système de survie en fait. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que toi, ton amygdale est hypersensible. Et du coup, tu peux facilement être réactivé face à certains stimulus. Ouais. Et vu que tu le sais, vu que tu te connais à cet endroit-là, et ben tu peux l'anticiper et te protéger de certains contextes qui te réactivent dans tes traumas. C'est ça. Pour du coup ne pas avoir à faire face à des pertes de contrôle parce que ton système nerveux sympathique il est en roue libre quoi. C'est ça. Mais je sais qu'il y a des personnes par exemple que je vais pas côtoyer ou que je vais pas chercher à côtoyer plus parce que je sais qu'ils peuvent être source de problèmes, etc. pour moi. Et ouais, je me protège de cette façon-là. Et du coup, est-ce que tu penses que cette sensibilité-là, elle peut évoluer ? Est-ce que tu veux qu'elle évolue ou est-ce que elle te convient ? Non, je pense que c'est amené à évoluer. De toute façon, ça va être ma sensibilité va évoluer suivant mes expériences que je vais vivre par la suite. Et la gestion de mes émotions aussi, c'est-à-dire que là, j'en suis au tout début. J'estime, en tout cas, que j'en suis au tout début. Je pense qu'on peut être encore plus fin et encore plus, je peux être plus en maîtrise. Mais je pense que c'est le travail d'une vie. Hein. Et c'est pareil, les traumas, il y a plein de choses qui peuvent réveiller un trauma à n'importe quel moment de la vie. Donc, je suis pas à l'abri. Après, je me trompe peut-être, mais avec ce que je sais et avec ce que j'ai observé chez certaines personnes, je pense que on peut traiter un psychotraumatisme, un stress post-traumatique, de sorte que, au bout d'un moment, on n'a plus de stress post-traumatique, parce que du coup, on a retraité les souvenirs, parce que on a désensibilisé des fardeaux, etc. On a réintégré les réseaux mnésiques dysfonctionnels, machin. Par contre, par rapport à la bipolarité, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que on peut, à un moment donné de sa vie, ne plus être bipolaire ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est figé, fixe dans le cerveau ? Alors je sais que y a des patients qui se passent de traitement, qui ont eu un traitement, qui ont arrêté le traitement et qui sont restés stables sans le traitement. Donc à partir de là, j'imagine qu'il est possible de plus être handicapé, en situation de handicap, c'est ça, avec sans traitement, sans avoir cette béquille. Donc comment ça se fait au niveau du cerveau, etc. Ça, j'en sais rien du tout. Est-ce que tu penses qu'ils sont stables ou alors qu'ils ont appris à vivre avec leur instabilité de sorte à avoir une vie normale malgré les fluctuations ? Ça serait intéressant d'avoir un témoignage d'une personne qui ne prend pas son traitement et qui se sent stabilisée. J'en trouverai une, je pense. Ouais, ça serait intéressant vraiment parce que effectivement, je pense qu'on peut vivre si on choisit bien son environnement, si on se protège suffisamment et qu'on se connaît suffisamment bien, avec une bipolarité non traitée. Alors après, je pousse pas les gens à ne pas prendre leur traitement, mais... En fait, là tu dis ne pas prendre son traitement, sous-entendu qu'il y a une prescription, qu'il y a un suivi, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de traitement dans le sens où ils ont appris à vivre sans, en fait. Ils peuvent fonctionner sans avoir de régulateur d'humeur. Mais je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire et je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire. Ça demande un niveau de conscience qui est un peu plus élevé. Ouais, et puis je pense que c'est important de pas se mettre trop la pression en mode il faut que je puisse vivre sans traitement parce que
En fait, le risque, c'est surtout de se comparer à un idéal du moi et de soit on se juge si c'est pas possible, soit au contraire on se maltraite pour essayer absolument de pas prendre de traitement et ça peut être hyper compliqué parce qu'on s'oblige à supporter des trucs hyper compliqués. Non, vraiment, la clé, c'est la connaissance de soi. Hein. C'est vraiment, faut se fixer des limites, savoir ce qu'on peut accepter, endurer, etc. Effectivement, faut pas se comparer à un idéal parce que ça fonctionne pas comme ça. La construction de soi, c'est. Moi, j'aime bien la phrase j'ai une personne que je connais qui dit il y a 2 ascenseurs qui mènent en enfer, c'est les attentes et les comparaisons. Ouais, c'est assez marrant. Mais oui, complètement, non, c'est dangereux et non, il faut se construire soi-même et ça prend du temps. Ça prend du temps simplement il faut vivre la vie telle qu'elle vient et apprendre de chaque instant. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit sur Internet où on peut voir des créations que tu as pu faire ou est-ce que ça n'existe pas? Alors, ça existe très peu. Si, j'ai une page Facebook, Quentin Renaud, je crois que ça s'appelle, mais j'y vais très peu. Et il y a eu certaines de mes créations quand j'étais étudiant qui ont été postées. Sinon, c'est mon compte Facebook Quentin Renaud où je poste, j'ai posté des dessins de moi, mais j'ai aussi posté des peintures de plein d'autres peintres que je trouve intéressantes. Du coup, merci beaucoup pour avoir pris de ton temps pour nous parler merci à toi, merci à toi de m'avoir écouté, puis à une prochaine. À une prochaine.